Bonjour à tous. Bonjour Rim. Bonjour. Alors, on a pour l'instant 15 participants. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. On pourra commencer la session pour pas que les gens perdent un petit peu ce qui se passe. On a Rahma Rihani qui nous dit bonjour. Bonjour Rahma. Bonjour Sida Ali, Nadima. Bonjour Hassan, Imen, bienvenue à tous. Donc, je pense qu'on attend 2 petites minutes et on pourra commencer. Ok. On va commencer donc avec la présentation des participants d'aujourd'hui, donc nos chers invités. Donc on a 2 pays différents aujourd'hui avec nous, c'est une première sur Palantir. Donc on a nos amis tunisiens et nos amis ivoiriens. Je vous laisse vous présenter. Exactement. Nos amis ivoiriens qui organisent la CAN, la Coupe d'Afrique des Oui, Nations, il faut le préciser. donc pas qu'on oublie le organisateur de la Coupe d'Afrique cette année. C'est bien cela, c'est bien cela. Donc, justement, pour me présenter, Marius Zebi, voilà, Managing Director de Novo Job West Africa et aussi, par ailleurs, consultant, coach formateur sur les problématiques de performance managériale. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être à ce webinaire. Bon, bienvenue Marius. Merci, Rim. Bonjour tout le monde, ravi de vous accompagner et d'intervenir dans ce webinaire. Je suis Nohel Abidi, experte RH et fondatrice du cabinet de formation du conseil RH de recrutement African HR Academy en Tunisie. Voilà, je vais m'appuyer durant ce webinaire sur mon expérience de 14 ans dans le pilotage des projets RH et notamment ce genre de projet d'évaluation annuelle pour partager avec vous les meilleures pratiques, pour faire ces entretiens un tremplin vers une stratégie de talent management réussie. Donc, n'hésitez pas à partager et demander des questions. Justement, ça va être le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, on va voir comment on va pouvoir révolutionner la gestion des talents. Donc, par le biais des évaluations on verra donc comment améliorer ces processus et par le biais des plans de formation qui pourront être mis en place au sein d'une entreprise. Donc, on aura 3 principaux points. Donc, on va voir donc, les évaluations annuelles, c'est quoi? Comment ça va se passer. On aura quelques conseils par rapport à la digitalisation RH et des conseils par rapport à la digitalisation RH et ses avantages. Et ensuite, on aura une démo donc pour terminer sur Talenté, du module de formation et évaluation qui ont été lancées il n'y a pas très longtemps. Donc, on va entamer notre petite présentation. Donc, on va vous faire une petite introduction donc assez classique. Donc, les évaluations des performances, comment ça marche. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les évaluations de performance vont regrouper tout ce qui est compétences techniques et comportementales des employés au sein d'une entreprise. Le but est de voir les problèmes qui peuvent être rencontrés en termes de performance et de comportement au sein de l'entreprise et voir donc comment on va pouvoir améliorer certains aspects au sein d'une équipe ou au sein de l'entreprise. Donc, on sait qu'on a différents types d'évaluations. Donc, on va avoir des évaluations annuelles, trimestrielles ou parfois qui peuvent être des évaluations de période d'essai. On sait que ça aussi, ça peut varier d'une entreprise à une autre. Donc, les évaluations annuelles, c'est quoi et pourquoi le faire? Donc, je vous laisse, Marius et Emma, nous donner votre avis sur ça. Donc, juste pour rebondir à ce que
je viens de dire maintenant, Rim, les évaluations annuelles, que ce soit annuelles ou bien trimestrielles ou bien semestrielles, ça reste toujours une occasion pour faire le bilan de la période déjà écoulée. D'accord? Donc, on va discuter après des objectifs à fixer. On va faire le bilan des compétences, que ce soit comportementales ou bien techniques. D'accord? Ça reste toujours une étape cruciale pour une stratégie de gestion des talents. Parce que ça représente un outil stratégique pour tous les acteurs RH et même pour les dirigeants. Ça offre une vision globale du pool et des compétences qui existent déjà au sein de l'entreprise. D'accord? Super. Alors moi, je veux juste rebondir sur ce que Noah a dit, parce que ce qu'il faut savoir, surtout sur cet exercice en fait d'évaluation annuelle, ça doit être un moment, ou bien évaluation annuelle, semestrielle ou trimestrielle, ça dépendra vraiment de la période qu'on se donne en entreprise, mais surtout, ça doit être un moment privilégié pour pouvoir, un moment privilégié entre le collaborateur et son manager, pour pouvoir évaluer en fait la relation, parce que on a toujours la tête un peu dans le guidon et souvent en fait il faut ces moments de recul là pour pouvoir voir en fait qu'est-ce qui a été réalisé et comment est-ce qu'on se projette sur l'avenir, comme Noah l'a si bien dit. Et l'idée c'est au sortir de là que le collaborateur ait une idée très claire, et ça j'insiste, très claire sur son niveau de performance. Et c'est pour ça, justement, il faut l'évaluer pour dire, écoute, tu as tel niveau de la performance et voici ce qu'on va mettre en place pour pouvoir t'aider à pouvoir être plus performant. Ou bien, voici ce qu'aussi on va pouvoir mettre en place pour pouvoir te faire grandir dans l'organisation et te permettre de te projeter. Donc, ça sera surtout l'occasion de faire un état des lieux par rapport au savoir-faire et surtout au savoir-être du collaborateur afin qu'il puisse vraiment être à l'aise dans l'entreprise et aussi dans la relation avec son manager. Voilà un peu ce que je voudrais rajouter. C'est ça. Et on va féliciter les réussites et les succès et voir pourquoi peut-être les échecs qui sont dus à quoi. C'est un manque de compétences, un manque de moyens. C'est ça, qu'est-ce qu'on veut dire par faire le bilan. C'est ça. Donc là, c'est ce qu'on voit aussi. Donc, on va évaluer quoi au juste? On va évaluer, donc, premièrement, comme vous l'avez si bien dit au départ, donc les compétences techniques et comportementales, donc qui vont varier en fonction du poste occupé par la personne. Donc, si c'est quelqu'un qui est dans le marketing ou quelqu'un qui est dans le commercial ou dans le technique, etc., donc les compétences nécessaires vont être différentes, que ce soit dans l'aspect comportemental ou dans les hard skills, comme on appelle ça dans le jargon. On va avoir donc aussi tout ce qui est réalisation et les contributions qu'a effectué ce collaborateur au sein de l'entreprise. Et on va avoir donc aussi tout ce qui est atteinte des objectifs individuels et collectifs. Donc, atteinte des objectifs individuels, c'est des objectifs propres à la personne, et collectifs, c'est qui vont être regardants aussi donc, par rapport à les objectifs fixés de l'entreprise, si je ne me trompe pas. Exactement. On aura aussi donc le développement personnel et professionnel de ce collaborateur au sein de l'entreprise. Et par la suite, justement, donc quand on finit la suite logique de cette évaluation, c'est de voir les besoins en formation pour, comme tu disais, Marius, donc voir qu'est-ce qu'on peut arranger en termes de comportement ou en termes de technicité, et avoir un plan de carrière qui va être dessiné pour ce collaborateur. Yes. Juste pour ajouter, effectivement, parce que si on doit partir du fait que à la fin de l'évaluation, on doit avoir une sorte, excusez-moi d'utiliser cet anglicisme, mais une sorte de roadmap en fait, pour développer le collaborateur, cela va nécessiter aussi en amont qu'il y ait une certaine préparation à cet exercice. Et je pense que c'est là aussi tout ce qui va faire que cet exercice va être un succès pour les organisations, c'est parce qu'on y met en fait de la préparation. De la préparation non seulement à savoir qu'est-ce qu'on va évaluer, quelles sont les compétences qu'on va évaluer, quels sont les critères qu'on va évaluer, comment est-ce qu'on va le faire, et puis au ressortir de là, comment est-ce qu'on va, je vais dire, capturer toute l'information justement pour que ce soit bénéfique pour nous aider, nous en tant que manager, pour aider les RH à prendre les décisions d'investissement dans le développement du collaborateur. Et aussi, même par rapport à l'exercice lui-même, parce que c'est un exercice qui prend en moyenne, logiquement, une bonne évaluation doit prendre en moyenne 1h30 parce qu'on doit passer en revue chacun des aspects évalués avec les commentaires qu'on va donner sur les atteintes de résultats et comment est-ce qu'on se projette. Donc, ce n'est pas un exercice à banaliser parce qu'au sortir de là, c'est une clé qui va nous aider pour pouvoir poursuivre le développement
et avoir cette roadmap-là de comment est-ce qu'on va manager le collaborateur. Voilà, donc c'est juste vraiment ça que j'avais voulu mettre encore en lumière, surtout l'aspect de préparation pour que ce soit un exercice assez réussi. Et toi, Noura, tu nous rejoins? Oui, absolument, je rejoins l'avis de Marius parce que ce genre de projet nécessite une culture, c'est comme tout projet en fait, ça nécessite une culture de préparation et de communication. Quand on dit préparation, certainement, on veut dire communication. On doit, dès le début du projet, communiquer aux collaborateurs l'intérêt de ce projet-là. Pourquoi aujourd'hui on va mettre en place des évaluations annuels ou bien des entretiens d'évaluation. C'est quoi l'intérêt pour nos collaborateurs et pour l'entreprise? Et après, pareil, on va communiquer la trame ou bien la grille d'évaluation. On doit l'expliquer pour ne pas se tromper, peut-être lors des entretiens d'auto-évaluation, si l'entreprise aujourd'hui adhère pour cette approche-là, que je recommande fortement. Donc, on communique avant et après. Et après l'entretien, le manager doit communiquer les résultats avec son collaborateur et aussi les acteurs RH. Pardon, Lim? Qu'il y ait une certaine transparence donc, entre le manager et son collaborateur. Bien sûr, quand on dit communication, on veut dire pas certainement transparence. On va communiquer après les résultats et surtout le tableau consolidé des besoins en formation ou bien en recrutement. C'est ça. On dit ça nécessite beaucoup de préparation et il vaut mieux être outillé ou bien documenté pour faciliter la tâche. C'est ça. Ben, on voit aujourd'hui différentes optiques. Donc, on va avoir parfois certaines entreprises qui vont donc évaluer, mais de façon, on va dire, assez classique, donc soit sur des fichiers Excel, soit sur des dossiers de papier, etc. Et on va avoir parfois certaines entreprises qui n'ont pas de culture d'évaluation au sein de leur entreprise. Et donc, on va voir donc les contraintes et les erreurs qui peuvent être faites au sein d'une entreprise aujourd'hui. Donc, on va avoir principalement un manque de standardisation dans les critères d'évaluation. Les entreprises vont avoir tendance à prendre certains critères qui vont être assez généraux, parfois pas très propres au poste en question. Tout ce qui va être retard et collecte dans l'analyse des données, parce que justement, quand on n'a pas le bon outil et qu'on est sur un process assez classique, on va devoir récupérer une fiche d'évaluation par-ci, un mail par-là qui a été effectué avec le manager pour pouvoir consolider tout ça, et ça va nous amener à une perte de données et donc parfois pas beaucoup de transparence entre le manager et le collaborateur. Donc on revient encore sur ce que tu disais, Laura. Donc l'importance qui est entre les feedbacks avant et après entre le collaborateur et le manager, et que on aura donc des feedbacks insuffisants qui ne seront pas forcément constructifs pour ce collaborateur, donc il ne saura pas lui-même forcément où est-ce qu'il doit s'améliorer, quels sont ses axes d'amélioration, sur quel point il va devoir effectuer peut-être une formation ou une certaine amélioration. Donc, oui. Ça dévalorise même le projet, ça dévalorise même l'évaluation. Exactement, c'est ça. Donc, ça revient encore à ce que tu disais, en absence de suivi post-évaluation. On va avoir des cas où, dans des entreprises, on va faire une évaluation et puis par la suite, pas de suivi, pas de vérification, on va dire, si une formation a été effectuée pour voir si cette formation a réellement été bénéfique par rapport aux points d'amélioration qu'il y avait à faire. Donc, ce genre de suivi ne sont pas forcément effectués. Et on va avoir une gestion manuelle des documents et des rappels. Surtout, on va rappeler que les RH, c'est eux qui sont dans la préparation de toutes ces évaluations. Donc, c'est eux qui vont devoir faire un suivi avec chaque manager pour programmer donc les évaluations de leurs collaborateurs, préparer les programmes de formation, préparer donc les objectifs de l'entreprise, donc voir si les atteintes ont été réellement faites, etc. Et il va y avoir après donc tout ce qui est rémunération, etc. qui peut induire donc beaucoup de travail. Et toutes ces contraintes et erreurs-là donc, vont parfois impacter l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise. Et ça se rejoint pour les deux possibilités. Donc, si on est dans une entreprise qui ne fait pas d'évaluation, donc le collaborateur se sentira dévalorisé, donc pas d'intérêt pour lui, pas de valorisme pour savoir comment il se sent, qu'est-ce qu'il peut améliorer, qu'est-ce qu'il doit améliorer, qu'est-ce qui va bien, parce qu'il faut le rappeler dans les évaluations, ce qui est bien
et ce qui est moins bien, on va dire, et que lui ait au moins un retour par rapport à ça. Et donc forcément, l'expérience collaborateur va impacter la motivation, la productivité de l'employé, et ça finit par impacter le business d'une entreprise. Et même dans le cas où on est sur une entreprise qui effectue ces évaluations, mais quand on n'a pas forcément les bons outils et les bons process, ça induit du coup parfois certaines problématiques qui ne sont pas trop désirées en entreprise. Ouais. Ouais, et surtout, moi, je veux encore insister sur le fait que cet exercice, il est fait pour avoir un suivi. Parce que moi, je donne une anecdote rapide. Quand j'interviens, par exemple, comme consultant, et qu'on vous confie soit une des personnes à former ou bien à coacher, non, moi, j'ai toujours tendance à demander un historique. OK, vous voulez que je coach cette personne, vous voulez que je forme cette personne, mais c'est sur la base de quoi? Et c'est là où vous allez voir qu'effectivement, il n'y a pas de politique sérieuse d'évaluation dans l'entreprise. Parce qu'en fait, le débrief qu'on va vous faire, c'est basé simplement sur des observations pas très factuelles du manager ou bien des responsables qui ont vu que voilà, telle personne, il faudrait le former parce qu'on a observé qu'il n'est pas très compétent. Donc, vous voyez, c'est pas sur une base factuelle. Donc, déjà, on part sur quelque chose de pas très, j'ai pas envie de dire de pas très sérieux, mais de pas très documenté. Alors que si le besoin a été documenté du fait d'une évaluation, non seulement ça va nécessiter l'implication, je parle du besoin d'accompagnement, que ce soit de la formation et du coaching, c'est parti et c'est né justement de la dernière évaluation. Ça nous permet, nous, de voir en tant que consultants, quelles ont été justement les observations qui ont été faites de façon objective sur la base d'une évaluation en bonne et due forme. Et cela nous donne un point de repère de voir en fait comment est-ce qu'on doit accompagner la formation ou bien le coaching et sur quoi on doit créer la performance. De telle sorte qu'à la prochaine évaluation, on pourra dire, mais écoutez, on a investi du coaching, on a investi de la formation, c'est parce qu'on voulait changer ça, on voulait améliorer ça. Et moi, je pense que d'un point de vue, tu parlais de l'expérience collaborateur, mais moi, je parlerais même de l'efficacité aussi des RH dans les décisions qu'ils prennent d'un point de vue stratégique. Si les évaluations sont bien documentées, que ça sert de base pour pouvoir aider au développement du collaborateur, ça nourrit en fait toutes les décisions qu'on prend par rapport à est-ce qu'il faut les envoyer en formation, est-ce qu'il faut leur faire du coaching ou bien du mentorat. Voilà, donc c'est un peu cet aspect-là aussi que j'avais voulu faire ressortir. Et quand on ne prend pas soin de pouvoir faire des suivis entre les évaluations, justement, il y a quelque chose qui manque en fait dans la gestion du talent. D'accord. Donc là, on va vous donner quelques bonnes pratiques et tendances donc, par rapport à ces évaluations qui sont menées en entreprise. Donc, principalement, le premier, donc, ça revient à ce qu'on disait, donc établir des critères clairs d'évaluation pour que le collaborateur sache sur quoi il sera évalué en termes d'objectifs individuels et collectifs ou aussi en termes de comportement. Donc, j'attends que tu aies un certain comportement, que tu aies certaines soft skills par rapport à ton poste qui vont être nécessaires, que tu dois améliorer ou autre. Donc, on va encourager la communication ouverte entre les employés et les gestionnaires, donc pour que, pareil, les employés se sentent, donc ça revient à la valorisation et à l'expérience collaborateur, qui se sentent donc vraiment valorisés et qu'on lui accorde de l'importance en communiquant donc toutes les informations nécessaires par rapport à son comportement ou à son travail. Et on va avoir donc tout ce qui est aussi donc fixation des objectifs. On connaît, je pense, à peu près tous la notion des objectifs SMART, donc que ce soit des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Et enfin, donc toujours de fournir des retours constructifs et des plans d'action qui sont précis et que ce soit donc transparent avec le collaborateur. Oui, en termes de bonnes pratiques, c'est ça. Quand tu parles de fournir des retours constructifs, moi, ça me fait un peu marrer. Souvent, quand on voit des fiches d'évaluation qui sont basées simplement sur des notations sans commentaire, vous voyez, l'exercice n'est pas nourri. Et justement, quand il n'y a pas de retour constructif, justement, on ne peut pas comprendre le contexte de la notation. Et quand on parle de retour, ce n'est pas simplement des retours de façon unilatérale. Dans l'esprit de l'évaluation, on doit prendre en compte et les retours du manager et les retours aussi du collaborateur. Parce que justement, c'est ces avis-là qui vont nourrir toute la réflexion de comment est-ce qu'on pourra prendre les meilleures décisions pour sa performance et aussi pour son évolution dans l'organisation. Absolument. En fait,
je considère la communication, ça reste toujours une bonne pratique en amont et en aval. On doit toujours communiquer sur l'aspect de cette thématique-là et après, on doit toujours avoir un feedback par rapport à ce qu'a fait le collaborateur. La deuxième chose, c'est qu'il faut se doter d'un référentiel des emplois et des compétences. Aujourd'hui, en me déplaçant chez des entreprises, je trouve des évaluations basées sur des critères, sur des objectifs. Je ne sais pas d'où ça émane, mais normalement, les objectifs, ouais, ça doit être décliner des objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est quoi la stratégie de l'entreprise? Voilà les objectifs aujourd'hui, éparpillés par direction. Et après, chaque manager reste avec son collaborateur et même ce sera l'occasion lors des entretiens d'évaluation pour fixer ces objectifs-là. Aujourd'hui, chaque collaborateur ou bien chaque manager, il met des objectifs au pif. Il n'y a pas des indicateurs, il n'y a pas une stratégie claire, il n'y a pas une roadmap depuis N-1 qu'on assure le suivi déjà, même la continuité pour l'année courante. Donc, parmi les bonnes pratiques, il faut toujours assurer la communication en amont et en aval et se doter d'un référentiel des emplois et des compétences parce qu'à travers cet outil-là, je vais trouver la compétence, excusez-moi, la compétence exigée aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple de directeur commercial. Si je demande un niveau de 100% en communication ou bien en négociation, lors de l'évaluation, je découvre que ce monsieur-là, il atteint 50%. Donc, s'il y a un gap, je dois demander une formation pour l'année prochaine. Ici, il y a au contraire, si le monsieur il excelle aujourd'hui, je vais proposer soit une promotion, que ce soit horizontale ou bien verticale, d'accord? Et il peut même chapeauter une autre équipe, il peut même prendre un autre volet, marketing ou bien, vous êtes d'accord avec moi? Donc, il vaut toujours, c'est la communication, se doter d'un référentiel des emplois et des compétences et que les objectifs soient déclinés des objectifs stratégiques de l'entreprise. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est les trois principaux clés. Donc là, on va avoir 7 étapes pour nos derniers conseils. Donc, 7 étapes pour une mise en place efficace. On va avoir 7 principales étapes. On va avoir instaurer une culture de performance et définir des objectifs. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a parfois des entreprises qui n'ont pas forcément une culture d'évaluation en interne, donc ils ne vont pas forcément évaluer leurs collaborateurs, ou parfois la culture peut exister, mais on va dire que c'est un petit peu délaissé, donc ils vont te dire non, pour l'instant c'est pas la priorité d'évaluer, on a plus de choses à faire à côté, etc. Or que non, faire un bilan chaque année, trimestriellement, ou même pour une période d'essai, va toujours apporter du positif. Et ne serait-ce que savoir quels sont les points d'amélioration à effectuer au sein de l'entreprise, que ce soit pour le manager, pour l'employé ou carrément des fois même pour la direction. Donc, on va avoir donc élaboré un process structuré et assurer donc cette formation. Donc, ça revient à ce qu'on disait aussi depuis tout à l'heure. Donc, avoir un process qui est fixé en amont et en aval pour le suivi. On va sélectionner les bons outils. Donc, si on n'a pas d'outils, est-ce que se dire ce serait peut-être pas le bon moment de passer à un nouvel outil qui va me permettre de mieux structurer et de mieux appliquer mes process en interne? On va avoir donc l'établissement des critères d'évaluation qui soient, comme tu disais, Noura, décliner des objectifs stratégiques et qui soient clairs et alignés avec ce que recherche l'entreprise. Donc, on va ensuite donc planifier et conduire et analyser ces évaluations-là. Et bien sûr, on revient donc à l'aspect principal qui est de fournir du feedback, créer et suivre des plans de développement avec le collaborateur à la fin de ces évaluations. Et à la fin, donc, garder ces résultats. Parfois, on va peut-être les analyser et maintenir donc ce qu'on disait aussi tout à l'heure, donc avoir un suivi post-évaluation de ce qui a été discuté, de ce qui a été fait en termes de formation et en besoin d'évolution au sein d'une entreprise. On va avoir donc en dernier donc les avantages. Donc on a parlé des outils et les bons outils. Là, on vous donne les avantages de la digitalisation en fait en termes d'évaluation. Donc on va avoir quatre principaux avantages pardon. Donc on aura l'accessibilité, on aura la possibilité donc de retrouver toutes les évaluations qui sont faites et les formations entre les employés et les managers. On aura donc un suivi en temps réel, pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc, on aura des décisions prises sur de la donnée. On va automatiser donc ces processus.
Donc, moins de temps à passer sur la récolte des données vu que tout sera centralisé. Et on aura donc une personnalisation. Donc, ça va nous donner un peu de liberté pour créer différents types d'évaluations. Si on a envie de faire une évaluation, comme on disait tout à l'heure, pour une période d'essai ou bien pour des objectifs trimestriels ou sur le plan annuel et voir à chaque fois ce qu'on pourrait décliner. Donc là, on pourra passer à la démo, mais avant ça, donc pour vous, Noura et Marius, ce serait quoi les avantages d'avoir un outil RH pour les évaluations? D'accord. Concernant les avantages d'acquérir un SIRH aujourd'hui, la première chose, surtout après les évaluations, on a une mine d'informations. Donc, je ne peux pas la gérer ni sur Excel, ni sur papier. Donc, il y aura peut-être des erreurs. Et là, j'aurai des carrières, des collaborateurs dans mes mains. Je ne peux pas jouer avec. Du coup, je dois avoir un outil qui centralise toutes ces informations et qui me permet de partir, par exemple, de l'évaluation annuelle, qui me permet une fluidité et même d'avoir des rapports visuels et intuitifs. Et même, il me permet aussi, il va me faciliter la prise de décision. Si aujourd'hui je possède un SIRH, certainement il y a une synchronisation entre la partie évaluation et la formation, entre la partie évaluation et le recrutement. Donc ça va aider énormément tous les acteurs RH et ça renforce aussi ça du côté RH. Et en parlant du côté collaborateur, ça renforce l'engagement de notre collaborateur aujourd'hui. Si on passe par exemple par des auto-évaluations, aujourd'hui le collaborateur se considère comme un acteur de cette action, de cette situation-là. Donc ça renforce l'engagement de nos collaborateurs. Aussi, ça peut aussi renforcer notre marque employeur. Voilà, je considère tous ces avantages. Voilà, donc je recommande fortement d'avoir un SIRH pour avoir une meilleure visibilité sur les résultats de mes collaborateurs, sur les chiffres. Même je peux avoir des reportings, des chiffres. Donc ça reste toujours un bon outil pour une meilleure prise de décision, quoi. Pour les RH ou pour les dirigeants. Ouais. Je m'aligne complètement sur ce que Noah tu dis. Tu as parlé surtout des avantages par rapport au RH et par rapport aux collaborateurs. Moi, je parlerai aussi des avantages de digitaliser en fait ce processus pour les managers. On sait qu'au sortir d'une évaluation, en fait, pour le manager, ça doit être clair. Il doit avoir de la clarté dans ce qu'il attend pour la prochaine période pour son collaborateur. Il doit savoir clairement quels sont les besoins du collaborateur en termes de support, par rapport aux échanges, par rapport au feedback que le collaborateur lui a fait pendant l'entretien d'évaluation. Il doit savoir en fait quels sont les besoins de formation, c'est-à-dire où il doit envoyer son collaborateur en formation. Il doit savoir aussi quels sont les plans de carrière. Donc, vous voyez, comme Noah le disait, ça fait pas mal d'informations un peu ça et là. Et si on n'a pas un endroit où non seulement on peut bien les garder, mais surtout un endroit où on peut y accéder facilement et régulièrement, ce ne sera pas évident que le manager ait ça en tête pour pouvoir manager efficacement le collaborateur le long de l'année. Et c'est pour cela, justement, le fait de pouvoir digitaliser tout ça, parce qu'aujourd'hui, ceux qui le font de façon manuelle, quand une fois l'évaluation est finie, on a fait signer les collaborateurs, le manager, on a donné aux ressources humaines, paf, ça va dans le dossier physique des RH, on n'a plus accès à ça, on a oublié complètement tout ce qu'on s'est dit. Ou bien même si c'est fait sur des fiches Excel ou bien dans des dossiers qu'on peut ranger sur son ordinateur, on n'aura pas toujours le réflexe d'aller les chercher quand on veut prendre une décision, quand on veut dire qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir être un meilleur manager pour accompagner notre collaborateur. On ne va pas avoir ce réflexe-là d'aller les chercher. Alors que quand c'est dans une solution digitale, dans un espace facilement accessible en 2 clics, je pense que ça aide la mémoire à se rappeler et ça aide aussi le manager à pouvoir regarder, voilà, qu'est-ce que j'ai promis, sur quoi on s'est entendu lors de nos derniers échanges et sur quoi je dois mettre l'accent justement cette saison-là pour pouvoir faire de telle sorte que mon collaborateur performe. Donc, c'est ça surtout l'impact, je pense, parmi tant d'autres que peut avoir de pouvoir digitaliser, qu'on peut avoir en digitalisant en fait ce processus-là. Très bien, on va voir tout de suite, je pense, ça sur la démo de Talenteo. Donc, on va accéder d'abord
à Talenteo. Donc, pour rappel, c'est une solution qui est web. Donc, on y accède via un navigateur web avec un identifiant et un mot de passe. Et on peut y accéder donc de partout. Donc, pour vous faire juste un petit rappel, là, on est sur une petite page d'accueil qui va nous donner des informations clés qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise. Et dans le cas d'aujourd'hui, par exemple, je suis manager, j'ai des exercices d'évaluation à effectuer. Donc, j'ai un rappel par rapport aux exercices d'évaluation d'un employé et j'ai aussi un exercice d'évaluation par le responsable à effectuer. Donc, sur la partie évaluation, on aura deux onglets. On aura la première partie qui va regrouper donc, toutes les campagnes qui sont en cours au sein de l'entreprise. Donc, en tant qu'administrateur, on aura la possibilité de voir donc, les campagnes qui ont été clôturées, celles qui ont été lancées, un petit aperçu de la population qui est sur cette campagne d'évaluation. On aura bien sûr donc, tout ce qui est configuration, mais ça, on le verra prochainement dans un autre webinaire plus détaillé. Et ce sera en fait mettre les paramètres principaux de cette évaluation. Donc, est-ce qu'on sera sur des objectifs individuels? Est-ce que ce sera, donc, par exemple, une confirmation avec du responsable N+2, etc. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est paramètres de la campagne d'évaluation qui sera lancée par le RH. Donc, ce sera à eux de lancer ces campagnes d'évaluation ou le manager pourra également le faire, mais tout dépendra donc de l'évaluation en question. Par la suite, on aura, une fois que ces évaluations ont été lancées, on se retrouvera sur la partie exercice des évaluations et on verra donc par type de campagne. Donc là, en tant qu'administrateur, j'ai la possibilité de voir toutes les campagnes qui sont en cours, donc les exercices qui doivent être renseignés par collaborateur. Donc là, on aura toujours un suivi, grosso modo, donc, de ce qui a été effectué. On voit ici que ça a été validé par le N+1, que celle-ci a été validée par le N+2 sur la partie auto-évaluation et que l'évaluation du responsable a été effectuée. Au final, on aura donc, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir le suivi et une récap de ce qui a été fait. On aura donc la fiche d'évaluation finale avec tout ce qui aura été évalué durant cette évaluation. Pour avoir un aperçu rapide, donc on aura les éléments d'évaluation à voir. Donc, on aura en termes d'objectifs et de compétences. Sur les objectifs, donc, on verra réellement qu'est-ce qui a été effectué, qu'est-ce qui a été noté. En termes de compétences, pareil. Donc là, on voit par exemple que c'est des compétences managériales, ce qui aura lieu d'évaluer aussi. Sur la partie auto-évaluation, il y a certaines entreprises qui l'effectuent, d'autres non. Ici, on a activé la possibilité de le faire. Donc, on a l'employé qui pourra lui-même faire son auto-évaluation. Ou pareil, donc là, on est dans le cas où j'ai déjà renseigné mes évaluations et j'ai déjà donné ma synthèse. Donc, on voit que sur les objectifs, on a toujours une note globale une fois que c'est calculé. Donc, je suis à 83%. Sur les compétences, on est à 83,5%. Et le questionnaire et la synthèse. Donc, sur les objectifs, là, on est dans le cas où c'est quelqu'un qui est directeur commercial. Donc, on aura des objectifs type commerciaux avec l'atteinte des objectifs. L'employé, lui, mettra donc après tout ce qui est réalisation et on aura bien sûr une pondération pour chaque objectif pour le calcul final de la note. Si tu permets, Rim, et surtout si vous voyez, quand vous voyez l'extrême droite, pour chaque ligne, il y a la possibilité en fait de noter des observations. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est ces feedbacks, c'est ces retours-là sur chaque ligne de critères évalués qui nourrit en fait ce moment privilégié pour qu'on comprenne pourquoi ça a été atteint ou pourquoi ça n'a pas été atteint. Et c'est ça vraiment qui va être une mine d'informations qu'il faut capturer. Et justement, dans cet outil-là, il y a un espace pour cela. Donc, j'avais juste voulu préciser cela. En plus de cela, par rapport aux objectifs, on aura toujours la possibilité de mettre donc, le type. Est-ce qu'on sera sur des objectifs qui seront quantitatifs ou qualitatifs? Là, on est vraiment dans l'optique d'un directeur commercial, donc il va être sur des objectifs qui seront généralement quantitatifs en termes d'atteinte de chiffre d'affaires, de nombre de clients à contacter, etc. Donc là, on vous a donné un exemple relativement simple. Mais l'idée avec Talenteo, c'est que vous puissiez mettre vraiment les objectifs en fonction du poste, comme le disait aussi Mourad, donc que les objectifs soient alignés avec le poste et le référentiel de compétences à avoir. Donc là, et même les compétences, Rim. C'est ça. Donc là, on est sur des compétences parce qu'on est sur une évaluation annuelle pour les managers. Donc, admettons que Rim est manager. Donc là, je lui ai mis, par exemple, en compétences, les compétences managériales. Donc, c'est ça que je voudrais évaluer sur cette évaluation. Et ça va être, donc, par exemple, tout ce qui est planification, organisation, résolution de problèmes, éthique, etc. Et là, on voit que ce profil a rempli donc
tout ce qui concerne son auto-évaluation. On a un petit questionnaire, donc les réponses n'ont pas été données, mais ce serait donc quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés, comment vous percevez votre impact sur l'équipe et son rendement, etc. Et le collaborateur donc lui pourra donc répondre à ces questions. Et là, c'est une évaluation qui a été validée par le manager. Mais c'est important de mettre des questions ouvertes, Nim, pour laisser l'espace aux collaborateurs de s'exprimer, que ce soit sur des réussites ou bien sur des échecs. Et on a la possibilité de faire les deux, justement. Je pense qu'on peut mettre des questions ouvertes sur Talentéo ou des questions fermées, donc pour laisser le choix, donc, que ce soit au manager ou au collaborateur, de poser les questions nécessaires. Donc là, on va avoir une évaluation par le responsable. Admettons que je suis son manager, et donc on va voir tout ce qu'il y a à enseigner. Donc on a déjà un aperçu. Là, on voit que l'appréciation est à 0%. C'est normal, je n'ai pas encore soumis l'évaluation de cette personne. On voit qu'on est sur l'évaluation du responsable. Et sur la partie objective, donc là, je vais mettre les réalisations, par exemple, effectuées. On est sur 1 million. Ici, on est sur 15. Là, on a toujours donc ici la valeur cible, l'unité de mesure pour rappeler au manager ce qui a été paramétré au départ. Donc là, la valeur cible, on lui mettra par exemple en 5 et ici, on mettra en 75%. Donc, comme le disait Marius, le manager pourra toujours laisser un commentaire ici. Donc, par exemple, très bien, peut nous faire, etc. Pour chaque objectif, en fait, pour chaque ligne d'objectif, on aura la possibilité de laisser une observation et un commentaire à notre collaborateur. Donc là, déjà, quand on a renseigné ça, on voit que ça a déjà été calculé. On est passé à 37%. On va passer à l'évaluation des compétences. Donc là, on va noter chaque compétence. Bien sûr aussi tout ce qui est critères par rapport aux compétences, donc la note de 1 à 5, ce sera aussi quelque chose qui pourra être paramétré. Donc, si on est sur un niveau 1, 2, 3 ou 4, donc ce sera vraiment propre à votre entreprise. Le questionnaire, vu que c'est un questionnaire qui a été proposé à l'employé, donc il n'est pas visible pour le questionnaire, mais pour le manager, pardon, mais on a toujours la possibilité d'afficher ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au plan de formation. Donc, admettons qu'on a effectué notre one-to-one avec notre collaborateur et lui me dit que j'ai besoin de développer mes compétences en leadership et en management. Donc, moi, je vais lui dire le titre de la formation, ça va être leadership. On sélectionne le domaine de formation. La date souhaitée, admettons que ce soit pour le 31. On peut lui mettre un commentaire, donc bonne formation à effectuer. Et confirmer tout cela. Si on peut en mettre plusieurs, on peut en mettre vraiment autant qu'on veut, donc ce sera en fonction des feedbacks qui auront été faits durant le one-to-one. On a aussi donc la possibilité de préparer les objectifs de la prochaine campagne. Donc là, on est dans l'optique où on a discuté des objectifs passés et on va préparer le prochain trimestre ou la prochaine année. Et on pourra donc, pareil, donc préparer les prochains objectifs. On va dire donc atteinte d'un chiffre d'affaires de 80% de millions par mois. Et on lui donne la description, est-ce qu'il est quantitatif ou qualitatif, la valeur cible, la date d'échéance. Donc là, je vais lui dire la valeur cible, ce serait 1 million, l'unité de mesure. Ça, ce n'est pas obligatoire. La date d'échéance, on va dire que ce sera pour 2025. Donc, au 31 janvier 2025. Si je rajoute, si c'est le seul objectif principal, donc on mettra une pondération de 100%. Si on ajoute un autre objectif, on va dire effectuer 25 appels par mois. Et on va mettre, donc ici, la valeur cible, c'est 25. Et par exemple, la pondération ici deviendra donc du 50-50.
Une fois que ça c'est fait, donc l'employé, bon, normalement je suis pas avec le bon compte, mais bon, c'est pas grave. Donc la synthèse, le responsable lui mettra sa synthèse et l'employé on aura aussi également sa synthèse. Et une fois que ce sera fait, on a obligé ici la date. Et on va soumettre ça. Si on a activé si on a activé la possibilité de faire valider par le N+2, donc le N+2 devra valider tout ça. Sinon, on aura directement une validation. Je vais prendre le compte qui doit valider. Et on peut avoir la fiche après dûment remplie. Exactement. Là, je vais juste valider, voir l'exercice par le responsable qui doit être validé. Donc là, en tant que responsable de RIM Achour, j'ai validé son évaluation. Donc, on revient ici. Une fois que c'est actualisé, on voit donc que l'évaluation par le responsable a été validée par le N+1 et on pourra donc télécharger la fiche d'évaluation finale de ce collaborateur, donc avec le récapitulatif de toute cette évaluation. On va la voir ici. Donc là, j'ai la fiche d'évaluation annuelle des managers avec l'identification de l'employé, l'auto-évaluation, ce que ça a donné, quand est-ce que ça a été effectué, à quelle heure. On a donc les objectifs et les observations, les compétences, on a la note pour chaque objectif et on aura donc les questions avec les réponses, avec la synthèse du responsable et la synthèse de l'employé. Donc là, on aura donc vraiment un feedback complet sur cette évaluation. Maintenant que la partie évaluation a été faite, on pourra passer donc à la partie formation. Juste, Rim, si tu permets, moi, juste pour préciser en fait à tous ceux, comme vous avez pu le voir hein, quand Rim faisait la démonstration, c'est le processus classique d'une évaluation qui est faite sur papier, qui a été digitalisé ici. Alors, vous pouvez le voir. Comment est-ce que ça peut créer un gain énorme de temps? Parce que entre imprimer une fiche, la faire envoyer chez le collaborateur pour qu'il fasse l'auto-évaluation, que ça revienne chez le manager, que ce soit validé chez le manager, que ça réparte chez les ressources humaines. Vous voyez, c'est tout ce même processus qui a été fait ici, mais de façon digitalisée, de telle sorte que c'est par les notifications et par les relances qu'on peut aisément faire ce processus. Et en tant que RH, on a une belle vue d'un dashboard de tous les processus qui sont faits en même temps et ça nous permet de faciliter en fait cet exercice qui, je sais, au niveau des RH peut être, ou bien même au niveau des managers, quand ils ont plusieurs collaborateurs, peut être fastidieux. Là, c'est rendu assez facile parce qu'on a toute une vue de l'ensemble qui est fait et on a les processus au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est cet aspect-là que j'ai voulu faire ressortir encore sur l'avantage de pouvoir digitaliser ce processus-là. Parce que ça va permettre d'être encore beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. C'est ça. Oui, absolument. Ça fait gagner énormément de temps et ça permet aussi à tout acteur RH de s'orienter plutôt vers le volet stratégique. Il n'est plus dans l'opérationnel, les paperasses et la documentation. Tout est digitalisé. Il a des dashboards, donc il peut bien jouer son rôle stratégique. Exactement. Merci pour les retours. On va passer donc maintenant, on va voir donc la synchronisation qu'on peut avoir entre le module évaluation et le module formation. Donc moi, sur les demandes de formation, je vais retrouver donc, par exemple la demande qui a été effectuée. Module évaluation, donc là, je vois Issoufou, donc qui est le manager de RIM, qui a demandé une évaluation en leadership et management. Et on va voir la source. On voit ici la source que c'est qu'elle provient du module évaluation. Et à ce moment-là, les RH auront la possibilité donc d'approuver cette formation. Et par la suite de la signer à la personne qui l'a demandé.
Donc là, on voit qu'elle a été approuvée. Et ensuite, je vais assigner la session et je vais lui dire donc leadership et management. On voit donc ici qu'elle a été assignée, mais normalement, je peux l'assigner à différentes personnes. Donc là, ça a été automatiquement assigné à Issoufou et à ses employés. Donc là, ça a été fait directement pour Rachel qui était son manager. Si je veux ajouter d'autres employés, par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont cette session de prévu, ou bien j'ai eu un feedback de plusieurs managers qui veulent une session en leadership et management, je vais pouvoir ajouter donc, par exemple, nominativement, donc l'employé supplémentaire qui veut le faire. Donc, une fois que ça, c'est confirmé, bonne formation à effectuer, c'est ce qu'on avait mis en commentaire, on va sauvegarder. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'objectif d'une évaluation, c'est de prendre des décisions par rapport au développement, par rapport à emmener les gens en formation et tout ça. Et on voit là un lien direct parce que au lieu de prendre chacune des fiches et des récaps d'évaluation, on voit toutes les demandes qui sont faites par rapport à des thématiques de formation particulières et ça nous permet de grouper en fait. C'est consolidé, oui. Exact, de consolider parce que s'il y a plusieurs demandes sur une thématique, ça peut nous permettre de voir que voilà, dans l'organisation, suite aux évaluations, on a vu que plusieurs personnes ont besoin de se faire former en bureautique, en leadership, en management. Et justement, c'est beaucoup plus intéressant pour les RH en termes de décision à prendre à envoyer des groupes en formation. Voilà. C'est ça. Et là, sur Talenteo, on a bien sûr la possibilité d'exporter donc toutes ces demandes en formation. Si on veut avoir un suivi beaucoup plus détaillé ou faire différents tableaux de bord, on a la possibilité d'avoir toutes les demandes qui ont été effectuées par les managers avec le titre de la formation, le domaine de formation, et on aura toujours donc un statut, donc si elles ont été assignées, si elles sont en attente ou pas. Et on aura bien sûr donc les priorités qui ont été assignées. Là, moi maintenant, en tant qu'employé qui a été assigné à une formation, je serai bien sûr notifiée par rapport à ça. Et je vais voir ici que j'ai ma formation en leadership et management qui commence le 28 janvier et qui se termine le 31 janvier. Si j'ai envie d'avoir des informations dessus, donc j'intègre directement dessus et je vois le titre de la formation, le leadership, le domaine de formation, le type de formation, donc on voit que c'est une formation en ligne, les pièces jointes, donc si j'ai un fichier PDF, et là je vais avoir donc une description, par exemple, on a mis mon planning de la formation pendant 3 jours. Donc là, on a aussi également la durée. Si on veut aller en termes de configuration, par exemple, ou voir de détails, le RH, lui, a la possibilité ici donc, de configurer tous les organismes de formation avec qui il a l'habitude de travailler, les domaines de formation qui sont proposés au sein de l'entreprise et avoir ça qui sera détaillé pour pouvoir préparer les plans de formation donc, assez rapidement. Donc là, on voit tous les domaines qui ont été ajoutés. Et une fois que le RH ou un manager voudra le faire, ce sera déjà prêt pour lui pour pouvoir préparer les formations de ses collaborateurs. Donc ça, c'est relatif à la formation. Je pense qu'on a dépassé de 5 minutes notre démo. On va vite passer voir les questions avant la fin. Je pense qu'on vous a fait assez attendre. Donc on va repartir ici. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Je pense qu'on en a déjà ici. On va voir celle de Sid Ahmed Belguet. Je peux évaluer une formation qui n'existe pas dans mon plan de formation. J'ai pas vraiment compris la question. Donc, si c'est par rapport à une formation qui a été effectuée et que vous avez envie d'évaluer, vous pourrez donc par la suite créer une évaluation pour dire ça va être une évaluation par rapport à la formation qui a été effectuée et voir ce qu'on peut évaluer. Donc, ce qui a été vu par exemple dans la formation et se dire c'est ça les points qui ont été vus et j'ai envie de les évaluer sur la prochaine évaluation. Donc, comment gérer les organismes de formation et comment ajouter les formations qu'on prévoit. Je pense qu'on vient de le voir sur la démo. Donc, dans la case formation, je voudrais bien que vous ajoutiez la date de début et la date de fin de la formation. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi. Donc, les dates de début et les dates de fin. Y a-t-il une évaluation concernant les tests psychotechniques lors des entretiens d'embauche?
Non, pas vraiment. Mais ça, je peux vous proposer nos collègues d'Emploitique qui peuvent vous donner les tests psychotechniques pour les entretiens d'embauche. Ce sera à voir avec nos collègues d'Emploitique. Et de nouveaux jobs aussi. Aussi nouveaux jobs. Qui pourra accéder à ces informations? C'est-à-dire, est-ce que les évaluations se font dans la plus grande transparence, l'employé son manager? Exactement. On vous a répondu. Donc, sur Talenteo, l'employé aura la possibilité de voir tout ce qui est en rapport avec son évaluation, que ce soit les objectifs, l'évaluation de son manager et son auto-évaluation. Le manager, lui, pourra voir donc toutes les sessions de formation qui sont programmées pour ses équipes et il pourra également donc préparer les plans de formation. Et l'employé, lui, pourra voir donc seulement les formations qui ont été assignées à la suite de son évaluation, ou des fois c'est hors évaluation. Question pour Marius et Nora. Sur quelle base on évalue l'employé sur plan comportement? Vous proposez quoi comme solution? Est-ce que toujours par des formations? Ok. Alors, c'est une très belle question parce qu'une évaluation, effectivement, ne doit pas se limiter simplement sur, je veux dire, les aspects de réalisation des objectifs. Mais justement, pour l'enrichir, il doit avoir un aspect d'évaluation de tout ce qui est réalisation par rapport aux performances du collaborateur, mais aussi par rapport aux aspects comportementaux. Et justement, par rapport aux aspects comportementaux, il s'agit de se donner des critères bien précis. Si on a défini, par exemple, qu'un critère doit être l'autonomie, doit être l'efficacité, il faudrait qu'on ait une définition claire et compréhensible de la part du collaborateur de ce qu'on attend de lui en termes d'efficacité et d'autonomie. Parce que justement, quand ça, c'est pas précis, c'est là que ça crée l'amalgame et la confusion. Et le collaborateur pourra dire, moi, je pense que j'ai été efficace, mais effectivement, il n'a pas la compréhension de ce qu'on met dans le critère efficacité. Et c'est pour ça, justement, si on n'a pas cette base de référentiel qui nous permet de définir correctement, en fait, les compétences en termes de soft skills ou bien les compétences de savoir-être qu'on veut évaluer, on peut toujours avoir recours à des outils comme des tests psychométriques qui sont en fait des référentiels assez standardisés qui peuvent nous aider en fait et nourrir et enrichir notre évaluation dans ce sens. Voilà, donc un peu, voilà la réponse que je peux apporter. Peut-être Noah pourra la compléter. En fait, juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Marius. À part les formations standards qu'on peut recommander, par exemple, pour nos collaborateurs, il y a aujourd'hui le nouveau mode de formation qui est le coaching, concernant l'évaluation des compétences comportementales. Par exemple, aujourd'hui, pour un nouveau collaborateur que je vais le faire monter en compétences sur le volet gestion des équipes. Et là, même si je vais l'envoyer en une formation en inter ou bien intra avec d'autres personnes, peut-être ça ne va pas donner la même valeur ajoutée que lorsqu'il sera accompagné en one-to-one. C'est du sur-mesure. Je vais travailler des traits sur cette personne-là. Je vais travailler des lacunes sur mesure. C'est ça, donc on recommande aussi le coaching individuel pour certains profils, à part les formations standards de communication, ou bien gestion des conflits, ou bien gestion de stress et tout. Ça, c'est concernant les compétences comportementales ou bien les soft skills. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question. Vous avez d'autres questions? Hassan. Donc, Sid Ahmed, déjà une autre question. Oui, donc Hassan nous a laissé un commentaire pour nous dire donc, que la campagne peut se transformer en un simple exercice de routine en fin d'année si un plan d'action n'est pas prévu par l'entreprise pour ses collaborateurs. Donc, quand on a tout ce qui est rémunération, formation, évolution de carrière. Donc, je vous laisse Noura et Marius nous répondre par rapport à ça. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Hassan. Effectivement, si on ne voit pas dans l'exercice en fait de l'évaluation annuelle
un outil, et je parlais tout à l'heure de roadmap, en fait, comme quelque chose d'assez important qui va nous aider dans la relation avec le collaborateur, même pour son management. Si on ne perçoit pas cette valeur, effectivement, ça peut être juste quelque chose de formel. Et même le danger, Hassen parle de rémunération très souvent, on associe un peu trop justement l'exercice d'évaluation annuelle à la rémunération, aux avantages qui en découlent. Or, moi, je pense que ça doit être quelque chose d'assez séparé. C'est vrai, ça peut être une conséquence, ça peut être quelque chose sur lequel on se base pour prendre des décisions en termes de bonus ou bien d'émulation qu'on va faire suivre dans la rémunération. Mais je pense que le plus fondamental, ça doit être un moment privilégié pour pouvoir aider dans la relation avec le collaborateur, pour pouvoir aider à faire performer le collaborateur. Ça doit être ça qui doit être mis en exergue, et c'est pour ça que justement il faut se donner tous les outils pour bien le préparer, faut se doter de tous les outils pour bien documenter, et justement pour que cet exercice soit fluide, soit facile à réaliser, non fastidieux, parce que je sais que c'est un moment que beaucoup de RH redoutent et beaucoup de managers aussi redoutent quand ils n'ont pas les outils. Voilà. Justement, on aura une nouveauté qui sera relative à ça bientôt, en ce qui concerne donc le référentiel de compétences qui existe déjà sur Talenteo, mais on aura la possibilité de générer donc automatiquement. On vous laisse la surprise pour le mois prochain, je pense. Donc vous pourrez générer les titres de poste et les compétences qui suivent les titres de poste. Donc ça vous aidera encore plus dans tout ce qui est évaluation. Donc c'est l'input numéro 1, en fait, pour bien réussir ces évaluations. C'est une excellente nouvelle. Donc, on pourra voir ça prochainement. Donc, on va voir les dernières questions de Sid Ahmed. Donc, il disait les propositions des évaluateurs peuvent-ils être partagées par vous pour d'autres collaborateurs? Non. Ça, non. L'évaluation sur Talenteo se passe uniquement entre le manager et son collaborateur, ou à la limite un N+2 s'il doit valider ces évaluations ou les réexaminer. Et bien sûr, le RH a toujours une vue par rapport à ces évaluations au sein de l'entreprise. Donc, le but de l'évaluation est que ça reste strictement entre le manager et son collaborateur, pour plus de transparence, plus l'employé sera plus à l'aise d'effectuer ses évaluations avec son manager directement avec son N+2 que si d'autres personnes sont impliquées dedans. Donc, pour résumer, je pense que là, on va laisser les gens aller manger, il est midi. Donc, pour résumer, si vous êtes une entreprise qui n'effectue pas d'évaluation, je pense que nos experts aujourd'hui nous ont bien expliqué qu'il était important de le faire en entreprise. Donc, si vous devez sauter le pas, va falloir bien préparer vos évaluations en amont et en aval. Préparer les critères d'évaluation. Si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez commencer directement avec un outil digitalisé qui va vous aider à mettre en place ces processus et suivre les conseils qui sont donnés. Donc, pour ceux qui ont pu voir ce webinaire, essayez de les appliquer. Si vous avez besoin d'aide, je pense que Noura et Marius, vous les retrouverez sur LinkedIn. Si vous avez besoin de Talenteo pour plus de détails par rapport à la solution, vous nous contactez directement sur Talenteo. Donc, n'hésitez pas. Il y a une dernière question, je pense. Merci, Sid Ahmed. Merci à tous. Donc, on vous dit à bientôt. Merci, merci Marius pour cette participation. Merci à toi. Au revoir. Donc, au revoir tout le monde.